Bonsoir tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Je suis ravi de vous retrouver sur Vous Sport et Divertissez-vous. Comme d'habitude, vous le savez, on va parler de l'actualité du Standard. Émission un peu spéciale parce que pendant 30-40 minutes, on va parler aussi de l'avenir du Standard avec mes invités du jour. C'est la crème de la crème du journalisme ici au Standard de Liège. Kevin Sauvage et Jonas Bernard sont là. Salut messieurs. Salut Malik. Salut. Moi, j'avais envie d'amener un peu de gaieté parce que c'est vrai que le climat est un peu morose, Kevin. Et donc, du coup, heureusement que vous êtes là pour nous éclaircir un peu de vos sujets et justement de vos infos concernant ce club liégeois qui, disons-le, va pas très bien. Oui, on va pas vendre de la poudre de perlimpinpin non plus. On n'est pas là des marchands de bonheur. Mais bon, voilà, on essaie de relater ce qui se passe le plus fidèlement possible, on va dire ça comme ça. Jonas, oui, d'accord, on n'est pas là non plus pour casser du sucre sur l'équipe, mais aujourd'hui, il faut faire le constat que ça ne va pas à tous les étages. Oui, c'est ça, à tous les étages, parce qu'on peut parler des résultats sportifs, et le Standard connaît des résultats compliqués depuis quelques années maintenant, mais c'est la vie d'une équipe, c'est la vie du foot, gagner, perdre, c'est la vie. Mais là, il y a des problèmes beaucoup plus graves au Standard, on parle effectivement en coulisses. Toute une équipe et tout un club, je parle des gens au sens large qui vivent vraiment mal la situation et un club qui, pour l'instant, au niveau de l'avenir, c'est compliqué d'y voir clair. On va en parler tout de suite en détail. D'ailleurs, je vous invite à consulter tous les articles sur Sudinfo concernant le Standard, écrits par Jonas et par Kevin Sauvage, parce que c'est bien analysé, c'est bien écrit, c'est bien raconté. Et on va en parler justement tout de suite avec cette séquence, le débat sur 777 Partner et le Standard. Alors du coup, messieurs, la question de ce débat, c'est pas une question, si on pourrait dire c'est une question, on va dire un peu directe, un peu agressive, mais bon, vous vous posez souvent la question en rédaction, j'imagine, alors elle est toute simple, est-ce que 777 aujourd'hui doit absolument, pour le bien de tous, vendre le Standard de Liège? C'est la question directe de ce débat. Jonas, pour toi, est-ce que c'est impératif? Je pense que c'est plus compliqué que ça. La réalité, c'est que depuis que 777 est arrivé, il y a eu de l'argent qui a été injecté, mais plutôt pour maintenir le club en vie. Et pas d'argent qui a été injecté vraiment pour, comme on le voit dans certains clubs, pour vraiment améliorer l'équipe et apporter des résultats directement. Et je pense que le Standard, à un moment, on a besoin, puisque le Standard est quand même descendu très très bas dans la hiérarchie. Il y a beaucoup de clubs qui lui sont passés devant. On parle du top 6 qui n'a pas été acquis, mais il y a aussi beaucoup d'autres clubs devant qui progressent bien. Donc je pense qu'à un moment, il faut que les investisseurs, que ce soit 777 ou d'autres, investissent dans cette équipe pour qu'elle remonte un peu rapidement au classement, même si ça ne sera pas pour tout de suite le titre de champion, évidemment, mais ce n'est pas l'objectif. Donc que ce soit 777 ou quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait un changement, je pense, de stratégie ou de directive. Mais est-ce que 777 en est capable et on en a envie? Ça, c'est un autre débat. Oui, donc toi, tu retournes un peu la question. C'est pas forcément de se dire est-ce qu'ils doivent vendre impérativement, c'est plutôt de se dire on en est où maintenant? Quelle stratégie adopter, que ça soit avec 777 ou pas finalement? Et puis, il faut des gens aussi derrière qui rachètent ce club. Donc, il n'y a pas des milliardaires. C'est pas si simple de dire vendez, après il faut trouver. Il n'y a pas des gens à chaque coin de rue pour acheter un club comme le Standard. Donc, il faut aussi des gens compétents. Kevin, par rapport à cette question, est-ce que 777 doit impérativement, pour le bien de tous, vendre le Standard? Je dis bien pour le bien de tous parce qu'en lisant vos articles, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une histoire d'amour qui a commencé il y a 2 ans, puis après 2 ans, on se rend compte que la relation forcément ne fonctionne pas vraiment à tous les étages. Donc est-ce que c'est impératif qu'on ait une vente de la part de 777? Oui, tu parles de relation, je dirais plutôt une relation pansement. Parce que le Standard était en désamour total avec son ancien actionnariat, tout comme il l'a été avec l'ancien, celui qui précédait Bruno Venanzi, c'est-à-dire Roland Duchâtelet. Je crois que ceux qui ont demandé le départ de Roland Duchâtelet, aujourd'hui, peuvent le regretter, peut-être. Mais voilà, ici, effectivement, tout avait bien commencé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'espoir qui était ramené, il y avait de la communication au début, je dis bien au début, qui voulait que le Standard serait européen chaque année. Je crois que c'est la première grosse erreur des Américains. C'est de ne pas avoir pris le pouls véritablement de ce qui se passait dans le club pour pouvoir dire ça ou pas. Et petit à petit, il y a eu de l'opacité qui s'est intégrée, qui s'est imposée au club. Tout s'est étiolé tout doucement il y a 1 an. Ça a véritablement commencé il y a 1 an quand il y a eu ces rumeurs de départ de Ronny Deila. Pourquoi? Parce que Ronny Deila a compris dans quel cirque il jouait. C'est-à-dire qu'il n'allait pas pouvoir aller plus loin. Il avait tiré toute la quintessence de ce noyau-là. Et
et c'était déjà énorme ce qu'il avait fait. Et il a compris qu'il n'allait pas recevoir de transfert, qu'il n'allait pas pouvoir augmenter le niveau et surtout qu'il n'allait pas pouvoir jouer le Playoff 1, le top 6, comme on lui demandait et comme on l'a annoncé en début de saison. Ça, c'est la direction liégeoise qui a commis cette erreur-là. Et 777 n'a pas investi dans le sportif et n'investira pas dans le sportif. Ça, c'est une chose qui est actée. Cet été non plus, 777 n'investira pas dans l'équipe. Le Standard doit vivre de ses ventes qui sont inexistantes quasiment. Alors oui, Denis Dragus est en train de partir pour 2 millions d'euros. Je rappellerai à toute fin utile qu'il en a coûté 2,5 millions avec ce mercato pléthorique en 2019, mais ce n'est pas une plus-value. Mais le Standard vit sans moyens directs. Alors oui, 777 investit dans les dettes, et elles sont nombreuses, ça à leur décharge, c'est une certitude. Mais voilà, ils n'ont pas investi dans le sportif, ils n'ont pas cette fibre-là, ils n'ont pas envie de le faire. Donc aujourd'hui, on est clairement arrivé à un point de non-retour avec les supporters, ils l'ont clairement montré. Ils n'ont pas attendu aussi longtemps avec les autres propriétaires. Donc pour le bien de tous, quand on parle de tous, moi je pense aussi aux salariés du club. Exactement, oui. J'allais y venir, ouais. Ce sont des gens qui, vous quand vous allez au travail le matin, vous êtes content d'y aller. Je peux vous dire que dans les bureaux, il y en a qui ne sont pas du tout contents d'y aller, il y en a même qui n'ont plus envie d'y aller. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait, vous ne savez pas, si vous allez être payé. Donc ça c'est une incertitude qui plane tout le temps. Donc voilà, c'est un climat morose qui s'étend à tous les étages et qui fait qu'on a aujourd'hui un Standard sur le terrain qui attend que ça se passe, qui réagit de temps à autre sportivement. Ouais. Et on attend que ça se passe, mais il reste encore pas mal de matchs, donc il faut prendre son mal en patience, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, Jonas, parce que c'est vrai que pour revenir un peu sur le match précédent, le Standard est mené 3-1, ils reviennent à 3-3. Je pense qu'en phase classique, dans un moment quelconque, on se serait dit, tiens, enfin cette grinta liégeoise qui est revenue à l'arraché, on va arracher un point. Ici, c'est vrai que, comme le dit Kevin, on a l'impression que c'est simplement le Standard virevolte, fait son match, et puis avec un peu de chance, tire un match nul, mais sinon, il n'y a rien d'autre à en retirer. Et je voudrais te relancer là-dessus sur ce que Kevin dit. Ce qui est paradoxal, c'est par rapport à 777 et donc du coup à cette structure de football. Vous savez, quand on est dans une entreprise, Kevin, tu l'as bien mentionné, on a l'impression que quand ça va mal, ça joue sur les employés, et puis quand on revient à un niveau, finalement on peut se relancer. Ici, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris que une entreprise de football, c'est pas uniquement on revient à zéro et puis le reste, ça va aller. Il faut investir, non, quelque part, pour que les choses continuent. Tu l'as dit en début d'émission, il faut continuer à investir et avoir de l'argent pour faire des transferts et pas juste arriver à zéro, quoi. Oui, c'est évident, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un stade du processus où on est déjà allé trop loin. Et la question de base, c'est effectivement de savoir si à un moment il faut que 777 s'en aille. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas, alors sans être évidemment dans les bureaux à Miami, on parle évidemment ici avec des suppositions, mais on a l'impression aussi que ces gens-là ont compris que là, on est allé trop loin et que ce n'était peut-être plus un endroit où on allait faire des plus-values, où il y avait quelque chose qui allait changer, en tout cas de manière imminente. Donc là, dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, on se dirige vers un avenir un peu différent. Je reviens aussi par rapport aux sportifs. Moi, j'ai quand même vu ici en Playoff 2, parce que j'aime bien aussi parler un petit peu de football, quand même des joueurs, pour certains, qui se battent, qui se donnent. On sait que c'est des matchs qui ne valent quasiment rien. À la limite, c'est même une mauvaise vitrine pour des joueurs. Donc c'est pas évident. J'en ai quand même vu certains qui se battent, avec certainement l'idée que derrière, il y a peut-être un transfert ou oui, un contrat et cherche en fin de saison. On réfléchit pour soi, évidemment. Mais malgré tout, sur les 2 derniers matchs ici, il y a eu des choses positives, des joueurs qui se battent. Voilà, mais bon, encore une fois, c'est à relativiser par rapport au contexte actuel. Mais encore une fois, pour revenir sur 777, à partir du moment où, et je te rejoins, c'est de se dire peut-être que de leur côté, ils ont compris, du côté de 777 des Américains, ils ont compris qu'il n'y a peut-être rien à y gagner là, alors quel est l'intérêt de garder un club comme ça, quoi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est quoi? Donc on reste sur nos positions et on attend que quelque chose se passe. Enfin, comment tu vois la chose, toi Kevin, du coup, si effectivement ce que Jonas dit, d'avoir des Américains qui ont compris où ils étaient, ils ne feront pas plus que ça, et de l'autre côté, le Standard qui attend que quelque chose se passe. Le modèle des Américains de 777 est clair, c'est de racheter des clubs qui sont aux abois financièrement. C'était le cas de la Genoa, c'était le cas de Vasco de Gama, c'était le cas du Standard, le Hertha Berlin aussi. Regardez Everton aujourd'hui, on se demande pourquoi vouloir racheter des clubs surendettés. Et oui, c'est de faire du business ici en Europe simplement. Et par exemple, la Genoa, ça commence à fonctionner.
Là, ils ont investi quand même pas mal. Ils ont investi aussi dans le sportif. Je crois que c'est le seul club de leur réseau dans lequel ils ont investi. Mais en Italie, vous avez des droits télé exponentiels par rapport à la Belgique. Donc il y a déjà des rentrées d'argent beaucoup plus importantes. Il y a des transferts pour 20-30 millions d'euros. Je crois qu'ils ont vendu pour, en 2 joueurs, quasiment 40 millions d'euros. Vous n'avez pas ça au Standard. Vous n'aurez pas ça au Standard, à moins d'avoir un crack et encore. Donc, ils se rendent bien compte que maintenant, ici à Sclessin, faire du business, ça va être compliqué. Ils ont perdu plus d'argent qu'ils n'en ont gagné. Et je rappellerai à toute fin utile que je connais peu de propriétaires dans le monde du foot qui gagnent de l'argent. Donc voilà, si vous êtes venu pour gagner de l'argent, vous avez frappé à la mauvaise porte. Et je t'interromps parce que c'est très intéressant, parce que Roland Duchâtelet, qui avait tenu une conférence il y a quelques années à Liège, avait expliqué justement que lui ne gagnait rien, que c'était la passion, et qu'au final, c'était très drôle, parce qu'au début, on l'avait pris un peu comme de l'ego, qu'on lui avait demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement, parce que vous êtes un chef d'entreprise, comment ça se fait que là, ça n'a pas fonctionné? Et lui, il disait... Ben c'est simplement parce que c'est le football et les supporters. Alors à l'époque, on disait un peu, c'est un peu facile comme excuse, mais maintenant on a l'impression vraiment, enfin avec le recul, de se dire, ben tiens, est-ce que c'est vraiment un secteur où il faut investir, Jonas? Tu vois, le football, quand on voit... Ça a toujours été un peu un jouet de grande fortune et effectivement, c'est pas, si vous voulez parler avec des gens, alors moi, encore, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais si vous parlez investissement, revenus, etc., ben, le football, c'est pas du tout un secteur très fiable. Alors il y a parfois des belles surprises, mais c'est un peu la loterie et c'est un jeu plus que tout. Donc le problème, c'est qu'on en revient aussi à ça, c'est qu'il y a des gens derrière ces clubs, y compris au Standard, donc il y a beaucoup de salariés, mais beaucoup de gens passionnés, et on sait à quel point les supporters sont passionnés. Donc ces gens-là s'intéressent à un club, non pas par rapport à sa valeur financière, mais parce que tout ce que ça leur apporte dans leur vie. Donc voilà, c'est toujours le problème d'avoir des gens en fait, qui réfléchissent, qui jouent un petit peu avec ce genre de club, qui ont un ancrage très fort. Et derrière, ça crée beaucoup plus de dégâts qu'ailleurs. Finalement, il y a beaucoup de clubs ces dernières saisons qui ont un peu plongé. Moi, je pense à Ostende, par exemple. On en a peut-être moins parlé, même en Flandre. C'est pas un club avec une fanbase aussi large que le Standard, mais c'est tous des clubs aussi qui payent parfois la mauvaise gestion des investisseurs. Et d'ailleurs, je vous invite à lire cet article. Malheureusement, je ne sais pas qui a écrit ça, messieurs, dans vos colonnes, mais sur l'ancien joueur brésilien du Standard d'il y a quelques semaines. J'ai oublié son nom, désolé. Dinga, voilà. C'était pas de ma génération, c'est pour ça que j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, cet article est très intéressant. Et ça revient à me poser cette question, à vous poser cette question, c'est de se dire, il a dit quelque chose de très intéressant dans l'article. Il disait surtout qu'aujourd'hui, dans le football, des grands clubs peuvent vivre, mais peuvent disparaître très rapidement. Et il prenait l'exemple de Santos, qui a vu naître les Neymar et Pelé, bien sûr. Donc du coup, et qui maintenant est en 2e division. Est-ce que vous imaginez que c'est possible avec le Standard de voir à un moment donné, si on continue comme ça, se dire que comme ils le disent souvent, ce grand club de Belgique, voué à disparaître petit à petit? Oui, je vais d'abord rendre à César ce qui est à César. C'est Daniel Renard, notre estimé confrère qui a... Voilà. Parce que c'est vrai que sur le web, il n'était pas signé. Voilà, donc, désolé Daniel. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir son article sur Dinga qui était super intéressant. Voilà, c'est toujours sympa. Et il a raison, Hamilton Dinga, ça n'arrive pas qu'aux autres. Schalke 04 est un grand club d'Allemagne qui végète en division 2, qui a failli encore descendre d'un échelon. Donc oui, je pense que si cette gestion perdure, le Standard est parti pour plusieurs années à jouer le bas de tableau. Je rappelle quand même que le Standard, en 3 ans, c'est 2 fois, a joué le maintien. Pas jusqu'au bout, mais presque. Donc voilà, il faut que ça change. Le management ici à Liège l'a dit, on a compris de nos erreurs. On ne veut plus vivre une saison comme ça lors du prochain championnat. Mais il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Et encore une fois, c'est ce côté... schizophrénique de la chose au Standard, c'est que vous avez une direction ici qui a envie d'avancer, mais si elle n'est pas... Et elle commet des erreurs aussi. Mais si elle n'est pas alimentée et soutenue par la maison mère, j'ai envie de dire ça comme ça, vous pouvez danser sur votre tête, ça n'ira jamais. Jonas, je m'adresse à toi, pas le journaliste, mais plutôt la personne qui suit avec passion quand même ce Standard. Est-ce que ça te fait peur, ça t'inquiète, cette situation, quand on voit que tout va mal sur tous les étages, sur tous les niveaux de ce club? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mais je crois que tous les signes sont rouges pour le Standard, mauvais jeu de mots, mais je veux dire, tu m'as compris, tous les signes sont négatifs et il n'y a peut-être pas moyen de se relancer finalement.
Moi, je me mets à la place des vrais supporters qui doivent, eux, être inquiets. Et moi, je tiens quand même à rappeler que le Standard, cette saison, s'est sauvé. Mais on a quand même beaucoup écrit, et on le pense encore, que le Standard, cette saison, ne s'est pas sauvé. Il a surtout bénéficié de clubs en dessous de lui qui étaient encore beaucoup plus mal. Mais je pense qu'il y a une saison où ça va arriver, il n'y aura pas autant de clubs en dessous. Donc voilà, c'est un sauvetage un peu par défaut. Donc le Standard, il est pas loin de cette bascule qui peut vraiment changer pas mal de choses. On parle aussi du SL16 qui descend. Dramatique. Ça impacte aussi, mais donc c'est tous ces éléments-là qui font qu'on parlait de clubs historiques qui peuvent vraiment descendre très très bas. Pour moi, on n'en est pas si loin que ça. Donc, et le problème, c'est que la saison prochaine, moi, je ne vois pas comment le Standard va vraiment améliorer sa situation, parce qu'elle doit viser maintenant quoi, le milieu de tableau et se rassurer rapidement, être aux portes du top 6, voilà, ce serait déjà exceptionnel. Mais sur quelle base? Et surtout, avec une nouvelle saison, du coup, qu'on attend, qui sera encore une saison de transition. La transition, elle commence à être longue. Mais là aussi, il faut voir si les supporters l'acceptent, si ça ne crée pas trop de remous. Je crois qu'il faut avoir un discours clair et cohérent dès le départ. C'est-à-dire que si, cette saison, on avait dit aux supporters, écoutez, on va vivre une saison difficile. Bon, ils ne pouvaient pas prévoir que ça allait être aussi compliqué, évidemment. Mais pour la saison prochaine, c'est dire, voilà, on repense le mode de fonctionnement du club. Moi, c'est sincèrement ce que je pense que le Standard doit faire s'il reste sous cet actionnariat américain, c'est de revoir le mode de fonctionnement du club, c'est-à-dire de ne plus vivre comme un grand club, donc d'avoir potentiellement une base plus petite, mais et donc de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, fatalement, parce que le Standard a toujours un mode de fonctionnement d'un club du top 6. Mais le Standard n'est plus un club du top 6 aujourd'hui. Donc toi, tu es convaincu de te dire ou d'accepter qu'aujourd'hui le Standard devrait se dire on n'est plus un grand de Belgique? Mais pour le moment, c'est la vérité. Celui qui pense que le Standard est encore un grand club sportivement parlant aujourd'hui, qui m'explique pourquoi. Et qu'on ne parle pas des supporters, parce que ce n'est pas du sportif, les supporters. Les supporters, eux, ils sont à niveau, il n'y a pas de problème. Mais sportivement, le Standard n'est plus du tout, à l'instant T, un grand club. C'est un grand club, pourquoi? Parce qu'il a une histoire, il a un vécu, un passif, et c'est grâce à ces supporters-là, qui sont encore 13 000 abonnés en Europe Playoff, que le Standard vit toujours aujourd'hui aussi. Mais tu vois, Kevin, je t'interromps 2 secondes, c'est parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen, c'est d'accepter que pour le moment, ce n'est pas un grand club. Pourtant, vous en avez interviewé des tas, messieurs, de joueurs, de gens de la direction, qui continuent, quand ça ne va pas, à dire ça va aller, on est un grand club. Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est la politique du déni. C'est le cœur qui parle aussi. On n'a pas envie de voir le Standard, et nous non plus, on n'a pas envie que le Standard disparaisse. La Pro League n'a pas envie que le Standard disparaisse. Tout le monde a besoin d'un Standard fort en championnat de Belgique. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, sportivement, cette équipe n'est pas capable de faire ce qu'Anderlecht a fait, c'est-à-dire la saison dernière, c'était catastrophique, même si j'en jouais un quart de finale de Coupe d'Europe, et de jouer le titre cette saison. Je ne vois pas comment, dans quel monde le Standard va jouer le titre la saison prochaine. Ça n'est pas possible. Donc, revenir à des fondamentaux, à des bases, revenir sur une base saine, apurer ce qui doit être apuré, et de se dire, voilà, on va vivre 3, 4, 5 saisons de transition, on va miser sur nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours dit que le Standard misait sur ces jeunes. Moi, je ne les vois pas, les jeunes, aujourd'hui, au Standard. Je vois Hakim Sahabo, je ne vais pas dire par défaut, mais voilà, je crois que si Aiden O'Neill était toujours là, on ne le verrait pas. Il y a Gian Chanak, c'est par à coup. Donc, le projet jeune, je ne le vois pas non plus. On a vu ce qui s'est passé avec le CEL16, c'est catastrophique aussi. Donc, il faut repenser tout le mode de fonctionnement. Et je pense que le public est apte à accepter de se dire, OK, on va repartir avec nos valeurs à nous, c'est-à-dire on va mettre le bleu de travail, on va y aller avec des gars qui ont envie de se donner pour le club, des gars qui connaissent le club, ça c'est primordial aussi, ramener du vécu Standard au Standard, c'est primordial. Ou du moins des joueurs qui connaissent aussi le championnat belge, voilà, des joueurs qui... Tout à fait. Et à ce moment-là, vous aurez le public derrière vous, et vous pourrez faire des mauvais résultats. Ça, c'est pas un problème. Mais s'il y a un fil conducteur clair, s'il y a une communication claire et nette, ce qu'il n'y a pas du tout aujourd'hui. La direction liégeoise, elle, était dans l'optique d'une amélioration par rapport à la saison dernière en parlant de top 6. On se rend compte que c'était illusoire, mais le management général ne communique pas, et ça n'est pas viable. Et d'autant plus que, Jonas, je pense que, si je ne me trompe pas, la plupart des clubs qui, à un moment donné, étaient vraiment au top, ont seulement annoncé après X temps, après X moments, même peut-être à la fin de la saison régulière, de s'annoncer, on est concurrent, on est principal candidat pour être soit champion ou être dans le top 6, etc. Alors qu'au Standard, en fait, dès le début, on était avec ce qu'on a, on vise le top 6 et peut-être plus haut s'il faut. Alors que
Bon, c'était déjà une erreur de communication là en se disant attendons de voir d'abord comment ça va se passer. Mais c'était pas un discours avec ce qu'on a, on va faire le top 6, c'était un discours de on est le Standard donc on est obligé en fait de dire le top 6. D'autant que je rappelle quand même que la saison passée, le Standard a fini pas loin de ce top 6. Bon, il était proche et loin en même temps parce que voilà. Par défaut aussi. Par défaut aussi. Mais par rapport aux autres équipes qui étaient devant, il y avait quand même un gouffre. Mais donc il y avait un peu cette obligation de dire ça. Mais là où je suis d'accord, c'est que moi j'attends effectivement que maintenant au Standard on dise ok on part sur un plan sur 3 ans, on veut revenir au top mais ça va prendre du temps, on va mettre ça et ça en place. Mais ne plus être vraiment dans l'instant d'une saison où, en fait, on sait que le Standard, oui, c'est un grand club historique, mais ce n'est plus du tout un grand club en Belgique. Et en plus, il faut quand même le rappeler aussi qu'il y a l'Union, l'Antwerp qui sont revenus au premier plan par rapport à des clubs. Et combien de temps ils ont dû attendre pour revenir au premier plan? Si on prend le cas de l'Union, qui était soi-disant un club, enfin, c'est un club historique, mais bon, il a fallu attendre dizaines d'années, quinzaine d'années, voire plus, pour revoir peut-être des possibilités de jouer le titre. Mais et on parle de l'impatience des supporters. Je pense que les supporters, ils seront là quoi qu'il arrive. Et si vous leur dites, vous leur présentez un plan crédible, même si sur 3 ans, on vous dit il faut patienter autant de temps pour espérer revoir le Standard, ils seront là, ils vont comprendre. Mais il faut leur proposer quelque chose et qu'il y ait une perspective d'avenir parce que là, pour l'instant, on voit rien. Pour l'instant, on voit le mur. Et surtout, ce qui est dramatique, je reviens toujours là-dessus, c'est en plus au Standard. On a connu des propriétaires belges, maintenant étrangers. Maintenant, on se dit tant mieux, on a un étranger. Avant, on avait un Belge, soi-disant, vraiment du cru, ça n'a pas fonctionné. On avait un autre Belge avant du Châtelet, ça n'a pas fonctionné. Là, on a des étrangers, ça ne fonctionne pas des masses. Je me mets à la place d'un supporter de se dire, mais au final, comment on va réussir en fait? Qui peut nous amener, nous ramener au plus haut? C'est dramatique. Et pour regarder, vous le regardez aussi les réseaux sociaux, messieurs. Ça y va au niveau des supporters. On sent que là, ici, vraiment, il suffit d'un rien pour que ça explose, mais littéralement. Kevin, tu peux en témoigner. Hein. Oui, et je pense qu'on va y arriver, malheureusement. On espère évidemment que ça n'arrivera pas, qu'il n'y aura pas de débordement, rien de dramatique, de grave, mais les gars sont à bout. Ils n'en peuvent plus. Et respect encore à eux, parce qu'ils ont quitté la tribune à Westerlo. Puis ils sont revenus, mais déjà, c'est déjà un exploit d'y avoir été. Je veux dire, c'est ça. Voilà, et ces minutes où ils ne chantent pas, je trouve ça encore très gentil. Hein. Je veux dire, par rapport à ce vous avez connu, hein, monsieur, ce qui s'est passé quand Marseille, ça n'allait pas, dans les autres pays où même là, on ici, les attend. Même ici, parlez-en à Roland du Châtelet, lui, il a eu 3000 personnes qui sont venues pour malheureusement tout saccager, pour le foot dehors, et ils ont réussi. Ici, mais le problème que les supporters rencontrent, c'est qu'ils se battent devant un fantôme. Voilà, il n'y a personne en tribune. Le management de 777 n'est pas là. Il était là quand ça se passait bien la saison dernière, quand le Standard battait Anderlecht à l'issue d'un super match avec un tifo fabuleux. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Oui, les supporters n'en veulent pas spécialement. Alors si, ils en veulent parfois à certains joueurs pour X raisons. Ils n'en veulent pas spécialement à Pierre Locke, ils n'en veulent pas spécialement à Frédéric Larkin. Il y a des critiques qui sont naturelles, mais c'est parce qu'il faut bien viser quelqu'un. Aujourd'hui, c'est 777, mais 777, c'est un chiffre, et comme disait Kevin, c'est un fantôme pour eux. Donc c'est un peu, arrêter un match, monter sur le terrain et viser les joueurs ou la direction actuelle, c'est compliqué parce qu'ils comprennent que les responsables, pour eux, c'est les investisseurs. Et en faisant ça, vous pénalisez encore plus votre club parce que vous allez avoir des amendes à payer, du huis clos en potentiel. Tout ça, c'est des procédures, ça coûte de l'argent et ça met encore un peu plus le club la tête sous l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu une union sacrée au niveau des supporters cette saison de dire quoi qu'il arrive, on reste derrière l'équipe, on ne fait rien de répréhensible. Mais voilà, là, clairement, ils ont lancé un message et la saison prochaine, ils n'accepteront plus du tout ça. C'est pour ça que je le dis, je le répète encore une fois, assainir tout, revenir à un autre mode de fonctionnement, avoir une communication claire et nette dès le début et pas des réunions de crise avec la famille des Rouges quand ça va mal vite fait parce qu'on sait que ça va potentiellement partir en sucette et avoir un suivi régulier. Je sais qu'il y a des échanges réguliers entre la direction sportive, la direction du club et la famille des Rouges. Mais voilà, là, ici... C'est clairement un warning énorme et c'est le dernier avertissement, j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais, et puis c'est un peu utopique de parler comme ça, mais c'est vrai que peut-être que dans un monde idéal, avoir plus de déclarations au niveau de chez vous, hein, messieurs, la presse, de venir plus s'exprimer sur vraiment les choses qui fâchent, parce que ça aussi, je crois que ça énerve beaucoup. Hein. Tout le monde remarque que quelque chose ne va pas, et pourtant, comme vous l'avez très bien dit, c'est silence radio, on évite, et au lieu de ça, et je m'en prends même pas à l'équipe de communication, parce qu'elle fait comme elle peut son travail, même d'une manière très très bonne. Pierre Locht, qui est un bon gars aussi, mais on a l'impression que c'est moins on en dit, on essaie de masquer un peu avec des belles choses, qui pourraient être
enfin qui pourrait être beau, etc., au lieu de vraiment arriver frontalement et de dire, ben voilà, vous nous posez des questions, on va vous répondre, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas dans le club, mais on demande qu'à avoir des réponses. Savoir comment ça, enfin, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, en fait. Parce que c'est vrai que Jonas l'a très bien dit, on ne manage pas une équipe, on ne dirige pas un club, mais par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça sert à rien de nous prendre pour des cons, entre guillemets, et de se dire, ben voilà, on continue les résultats et on ne dit rien, quoi. Oui, et avoir une communication claire quand vous avez 5, 6, 7 clubs de foot à gérer, compliqué. Est-ce qu'ils savent réellement ce qui se passe ici en bord de Meuse? J'en suis pas persuadé. Je ne pense pas qu'ils prennent la mesure pleinement de ce qui se passe ici au Standard. Vous avez les mêmes sons de cloche du côté de Vasco da Gama. Au Red Star qui vient d'être promu, j'ai vu des images assez fous de voir ça. Ils sont en train de faire la fête sur le terrain avec des banderoles 777 out. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une folie des grandeurs de la part de l'actionnariat américain de se dire on va reprendre plein de clubs en même temps? C'est un très très jeune groupe qui a 2 ans et demi, même pas. Donc il eût été peut-être plus judicieux de se concentrer sur une seule formation, de la faire grandir et potentiellement après de faire grandir. Ouais. Je crois que le Football City Group ne s'est pas fait en un jour et ils ont mis le focus d'abord sur une équipe. Donc voilà. Et encore aujourd'hui, on voit bien que même si la stratégie est bien mieux du côté du City Group, on voit encore que par rapport à certains objectifs sportifs, on n'y est pas encore par rapport aux grands clubs historiques d'Europe, mais bon, c'est pas le débat. Je voudrais revenir un peu sur voilà, vos articles et vos différents témoignages que vous avez pu récolter durant ces semaines, hein, messieurs. C'est vrai que pour revenir là-dessus, ils sont tous unanimes, ils vont tous dans le même sens. Ces témoignages de Polo Mpoku, Aimon, Dussen, Dinga, je l'avais dit même, Ali Lukunku, qui était là il y a quelques mois dans Standard Le Talk, qui disait déjà à l'époque, ça va pas le faire, ça va pas fonctionner. Donc, c'est fou quand on voit plusieurs anciens joueurs qui sont mécontents, qui râlent même, qui sont même en colère. Voilà, c'est la preuve que tout le monde stresse pour ce club. Tout le monde, enfin en tout cas, tous les anciens stressent pour leur club de cœur, entre guillemets. Même des gars, c'est ça qui est fou, même des gars comme Aimon et Dussen qui sont ailleurs, ils ont l'esprit ailleurs, et pourtant ça leur fait mal. Ça leur fait mal de voir le Standard comme ça. Eux qui ont connu en plus forcément ces derniers mois, effectivement l'organisation compliquée, donc voilà, eux sont d'autant plus touchés, mais c'est des gens qui ne reconnaissent pas le Standard. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. On peut être supporter ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters d'Anderlecht aussi, parfois, avec qui on discute, qui disent on ne reconnaît pas cette équipe, c'est quand même malheureux. Voilà. Donc, non, mais c'est évident que pour l'image aussi du football belge, parce que le Standard incarne en grande partie le football belge, c'est quand même assez étonnant. Et en plus, on pourrait se dire, pour s'enfoncer encore plus une épine dans le pied, c'est de se dire que le football francophone wallon va vraiment, vraiment, vraiment mal. Bon, on va pas parler de Charleroi parce que c'est pas notre émission, c'est pas notre, entre guillemets, l'équipe auquel on doit parler, mais c'est aussi, on se demande comment l'avenir du football belge va être fait sans peut-être potentiellement ces clubs wallons. Bon, il y a peut-être des gens du côté du RFC Liège qui seraient contents parce que eux, de leur côté, ils voient peut-être un avenir plus radieux, mais comme tu l'as dit, Kevin, ne pas voir le Standard, ne plus voir le Standard au premier plan, c'est pas forcément la belle image de notre championnat aussi. Hein. Oui, le foot professionnel wallon se porte pas bien, clairement. On a parlé du RFC Liège, bravo à eux, bravo aussi à la Louvière, la RAL. Oui. C'est l'éclaircie dans les grisailles, mais Charleroi et le Standard, qui sont les fleurons du foot wallon en première division. J'espère qu'ils auront compris et qu'ils auront appris de cette saison-ci, et qu'on aura une saison plus tranquille la saison prochaine. Et que, messieurs, vous n'allez pas faire dans les années à venir des derbys wallons en deuxième division, Charleroi-Standard. Il ne faudrait pas quand même que ça arrive, parce que je pense que vous allez très vite aussi tomber dans la déprime. Hein. Encore une fois, on n'y était pas loin cette saison. Hein. Pendant longtemps, le Standard et Charleroi étaient impliqués dans ces playdowns. Le Charleroi l'est réellement aujourd'hui. Donc on n'y était pas si loin, donc il faut vraiment faire attention pour ces clubs. Allez, on va parler un peu, parce qu'il reste une dizaine de minutes, parler un peu du sportif, malgré tout, même si bon, c'est toujours compliqué de parler du sportif. Je voudrais quand même revenir sur... c'est à nouveau par rapport à ce qui se passe, hein, les déclarations d'Ivan Leko, par rapport à ce dernier match, hein, ce dernier match. Au moment où on enregistre l'émission, il y a eu un match qui aurait été joué, c'est contre Malines, hein, mais je parle du match qu'ils ont joué ici ce week-end face à Westerlo, 3-3. Leko, au moment où les supporters sont partis, regardez ce qu'il a déclaré, c'était dans vos colonnes, messieurs. Ils ont raison, et si j'avais été à leur place, j'aurais également pris la sortie. Je travaille pour une formation émotionnelle et j'adore cela. Quand tout va bien, ils te le montrent le meilleur, mais cela vaut aussi quand les difficultés surviennent. Nous sommes un grand club, mais pas une grande équipe. C'est aux joueurs et au staff à rendre de l'espoir dans le cœur des supporters. Quand on entend ça, on se dit, bravo, il ose dire les choses, mais est-ce que c'est
pour autant l'homme de la situation? Parce que là, pour l'instant, les résultats ne suivent pas. Et en plus, par contre, les déclarations suivent. Mais est-ce que c'est le bon chemin à prendre quand on est Ivan Leko et qu'on doit construire quelque chose? C'est pas le premier. Ce discours-là, moi, je l'ai déjà entendu à maintes reprises dans la bouche de différents entraîneurs. Donc c'est rien d'exceptionnel. C'est pas nouveau. Maintenant, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Son bilan ne parle pas pour lui, ça c'est clair. C'est pas son équipe. Il l'a pris en cours de saison. Vous allez me dire, il y a d'autres entraîneurs qui prennent une équipe en cours de saison et qui arrivent à raviver la flamme. Ça n'a pas été le cas d'Ivan Leko pour toutes les raisons qu'on a déjà énumérées depuis le début de saison. Donc moi, j'ai envie d'être patient et d'attendre vraiment cette saison prochaine qui arrive, si, et je dis bien si, d'aventure Ivan Leko est toujours sur le banc du Standard, pour véritablement me faire une opinion claire et nette sur ce que lui peut apporter au Standard de Liège, parce que cette saison, elle est biaisée quoi qu'il arrive. Je pense sincèrement que vous mettiez Guardiola aujourd'hui au Standard. Je ne pense pas que voilà, ça changerait fondamentalement les choses. Mais lui aussi a des torts. Il a fait des changements qui n'étaient pas bons à certains moments. Il a perdu des points lui aussi tout seul. Et il le sait aussi. Donc voilà, maintenant, est-ce l'homme de la situation? Il faut voir quelle situation. Voilà. Donc moi, je serai patient, j'attendrai. Quant à ses paroles, il cherche à créer quelque chose dans son groupe, mais il sait très bien que tout est fini, que ça va se traîner en longueur jusqu'à la fin. Donc il est obligé de venir prendre la parole, de s'exprimer et d'avoir un discours qui correspond à l'instant T. Il ne peut pas se projeter plus que ce qu'il voit sur le terrain, quoi. Jonas, du coup, tu es aussi d'accord avec Kevin, ce genre de discours, tu l'as entendu maintes fois. Et pour toi, est-ce que, même la question, se dire, va-t-il rester? Non, c'est plutôt, a-t-il envie de rester? Oui, parce que quand on décrit toute la situation du Standard aujourd'hui, on comprend qu'aucun entraîneur a forcément envie de rester, puisque, comme on le disait, il n'y a pas forcément de perspective pour la saison prochaine. Donc là, pourquoi? D'autant plus qu'Ivan Leko est un coach ambitieux, il a quand même gagné des titres dans sa carrière, il a coaché des clubs qui étaient ambitieux. Donc se retrouver là aujourd'hui dans cette situation, je ne pense pas qu'il l'accepte. Je pense qu'Ivan Leko, il est arrivé trop tard, de toute façon, cette saison. Alors, est-ce qu'il serait arrivé en début de saison à la place d'Ofkens? Ça aurait été beaucoup mieux, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même l'équipe, les joueurs qui sont là, donc la situation elle était quand même la même. Mais je pense que c'est ça qui est paradoxal. Ivan Leko, c'est probablement le pire bilan pour le Standard depuis 40 ans. Je lisais ça ce matin dans vos colonnes. Quasiment 40 ans. Enfin, voilà, avec un contexte tout à fait différent. Mais malgré tout, on a du mal à se dire que c'est lui le fautif, c'est lui le responsable de tout ça, alors qu'un coach l'est généralement en premier. Là, j'ai l'impression qu'il a des méthodes, une attitude qui peuvent coller au Standard dans un autre contexte. Et que malgré son bilan, il n'y a pas tant de choses que ça à lui reprocher, si ce n'est effectivement parfois certains changements, son attitude aussi qui n'a pas forcément été appréciée peut-être par certains joueurs. Mais voilà, moi j'ai aussi envie de le voir dans un Standard beaucoup plus ambitieux, avec beaucoup plus de moyens, peut-être la saison prochaine, on ne sait jamais, avant de me faire vraiment un jugement. Mais si on prend juste le bilan chiffré aujourd'hui, oui, c'est catastrophique. Et c'est pire que Karl Hufken. Si parce que je regarde à l'instant T, le moment où on enregistre l'émission, forcément, parce qu'on n'aura pas... ça peut changer en fonction des résultats face à Malines, mais pour l'instant, au niveau du sportif, c'est 8 victoires, 13 nuls, 13 défaites, 5e dans ce classement d'European Playoff. Quand on voit, parce qu'on en parlait un peu avant l'émission, quand on voit cet effectif global, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous aimez moins dans cet effectif? Parce que vous l'avez répondu, je l'avais dit de manière un peu trash, est-ce que c'est une équipe vraiment nulle, pour dire, quand on voit l'effectif, ou pas du tout? Et si c'est pas le cas, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien selon vous dans cet effectif? Qu'est-ce que vous avez aimé en fait, Kevin? Il y a des choses, il y a à boire et à manger, ça c'est clair, parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif-là. Il y a des joueurs de talent, je pense à un joueur comme Steven Alzate, il a du talent, c'est un beau joueur à avoir joué, mais quand ça va mal, on ne le voit plus. Ouais. Voilà. C'est un joueur prêté. Moi, j'ai apprécié la certaine attitude de certains joueurs prêtés. Wilfried Kanga, exactement, je dis bravo au garçon parce qu'il s'est impliqué comme jamais. Je l'avais vu, il nous avait confié, mais moi, je peux pas ne pas me donner, sous prétexte que je suis potentiellement plus là la saison prochaine. Je ne peux pas lâcher. Même moi, je me sentirais mal par rapport à moi-même. Et je crois que beaucoup devraient avoir cette attitude-là et ça n'a pas été le cas. Donc, chacun a un petit peu tiré la couverture à lui, a pensé à son bien-être personnel et on en a oublié d'être un collectif. Donc moi, surtout, ce que je n'ai pas aimé, c'est ça. C'est que collectivement, le Standard n'a rien montré. Individuellement, il y a des très bons joueurs dans chaque ligne. Ça, ce n'est pas un problème.
c'est pas le pire Standard qu'on ait vu ces dernières années. C'était le cas il y a 2 ans aussi, quand le Standard jouait le bas de tableau. Vous aviez des Selim Amala, des Nicolas Raskin. Ce sont des joueurs de talent, de potentiel, mais c'est collectivement, au niveau de l'équipe, que le bas blesse. Moi, c'est ça que je retiendrai le plus cette saison. Et en plus, comme le disait Kevin au tout début d'émission, on prétendait avoir des jeunes, on a peu vu, mais à l'inverse, on a vu des mecs prêtés, certes, mais quand même qui ont de la bouteille, Jonas. Hein. Ils ne débarquent pas comme ça du jour au lendemain. Il y en a qui venaient de France, qui avaient des expériences à l'étranger, en Angleterre, etc. Donc, on ne peut pas dire effectivement que c'est un effectif qui démarre, qui démarre à zéro, quoi. Non, quand vous comparez l'effectif du Standard avec celui de Courtrai, Penn, Molenbeek, Charleroi, je lâche toutes les équipes qui étaient derrière au classement, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment, vraiment séduisants, qui ont une grosse qualité. Donc c'est vraiment collectivement. L'exemple de Kanga, oui, il est frappant, parce que pour moi, c'est sincèrement l'un des meilleurs attaquants qu'on a en Belgique, mais ça, on le dit en souriant, parce que forcément, ça ne se passe pas bien cette année, mais je pense que cet attaquant-là, dans une autre équipe, ferait partie des meilleurs de cette saison. Moi, je souligne aussi certains joueurs qu'on n'aimait pas trop au début, comme O'Neill et comme Price, qui ont vraiment mal démarré la saison, mais aussi dans le contexte qu'on connaît. Et qui, O'Neill est blessé maintenant, mais il a quand même montré de très belles choses. Price, je trouve que c'est un joueur qui s'engage beaucoup aussi, qui est à fond. Donc voilà, individuellement, à chaque poste, il y a plein d'éléments positifs, mais c'est pas ça qui fait une équipe, malheureusement. Ouais. Je ne vous ai pas entendu sur le chouchou du début de saison, Kawabe, hein, qui pourtant était aussi, j'ai l'impression, un joueur qui, quand tout va bien, se sent libéré, mais quand tout va mal, par contre, c'est dur. Il est sous courant alternatif. C'est un jour oui, un jour non. C'est un super joueur de ballon, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui va dans l'engagement, qui va soulever les autres. Voilà. Mais dans une équipe de joueurs expérimentés qui ont l'ADN du club, il ne ferait pas tâche. Mais on ne peut pas attendre de lui de porter l'équipe du Standard sur ses épaules. Ce n'est pas un leader naturel. On en vient du coup à l'avenir à court terme. Hein. Vous les voyez du coup comment? Vous avez un peu répondu à cette question, mais c'est les prochains matchs qui arrivent. À quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à quelque part du spectacle, parce que 2 fois du 3-3, ok, pour du beurre. Mais certes, il y a eu pas mal de goals du côté du Standard encaissés comme marqués. Mais vous attendez à quoi? Des améliorations en vue de la saison prochaine, ou alors dans une continuité complètement avec une équipe complètement amorphe? Je crois qu'on va malheureusement, on va se tirer ces playoffs comme des boulets. Maintenant, le SL16 n'est plus en lice. Pourquoi ne pas essayer certains jeunes? Je dis bien certains, parce que pour moi, il y en a qui n'ont clairement pas le niveau. Ce n'est pas le but de les cramer. Le but non plus n'est pas de mettre 11 gamins sur la pelouse, parce qu'ils vont être ridicules et ça ne sert à rien. Mais un ou l'autre, de se dire, voilà, on va essayer de voir ce que ça peut apporter pour son expérience personnelle aussi, pour qu'il puisse se montrer et au moins montrer un petit peu d'amour-propre. Et j'espère que le spectacle en tribune ne va pas éluder celui qui aura potentiellement sur le terrain. Jonas, d'accord avec Kevin, à quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre aussi à des résultats un peu moroses comme ça? En tout cas, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que ces matchs soient genre une préparation pour la saison prochaine. Non, les matchs qu'on va avoir ici en Europlayoff, ce n'est pas du tout une base pour la saison prochaine, parce que de toute façon, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de joueurs qui vont partir, peut-être le coach aussi. Donc voilà. Non, c'est effectivement des matchs type amicaux. L'avantage pour le supporter neutre, c'est que ce sont des matchs ouverts. Je pense à la fois Saint-Tron et Westerlo. Le score, il n'est pas anodin. Hein, c'est que les équipes, elles jouent libérées. Elles n'ont pas vraiment grand-chose à jouer. Donc ça, c'est plaisant, entre guillemets, pour le supporter de foot, c'est de voir des buts, des occasions. Et oui, voir quelques jeunes joueurs. On en parle beaucoup parfois. Moi, j'entends parler de Galidi, qui est sur le banc pour l'instant. Mawet, j'ai déjà entendu parler, effectivement. Mais quelques joueurs comme ça qu'on aimerait bien voir ici et qui, eux, au moins n'ont rien à perdre. Si effectivement on ne les met pas tous d'un coup et qu'ils paraissent ridicules aux yeux du grand public, mais si on en met 2-3, oui, je pense que ça doit être là une base pour la saison prochaine pour le coup. Eh bien, on verra, messieurs, si les prochains résultats seront plaisants, entre guillemets, pour le spectateur, mais aussi pour les commentateurs, hein, les journalistes, parce que j'avais vu Marc Neuilly, que vous connaissez bien, qui disait c'est plutôt plaisant d'aller commenter le Standard ces derniers temps, mais bon, effectivement, c'est dans un contexte complètement, comme vous l'avez bien dit, qui ne compte pour rien. Désolé d'avoir été si négatif, c'est la fin de cette émission de Standard Le Talk. Bon,
Comme cette saison, on n'a pas souvent été positif, mais le but ici, c'est pas forcément de tacler pour dire de tacler, mais c'est de comprendre, de se poser des questions, de débattre, parce qu'effectivement, on n'est pas dans le club, on n'est pas avec les joueurs, etc. Par contre, ce que je peux vous proposer, et ça c'est plutôt positif, c'est que si vous êtes intéressé par l'actualité du Standard de Liège, en savoir un peu plus sur comment le club fonctionne, ou même les actualités chaudes du club liégeois, je vous invite à aller voir tous les articles de Jonas Bernard et de Kevin Sauvage sur Sudinfo, parce que franchement, ça en vaut la peine. Il y a de belles analyses, de belles chronique et critique aussi, hein, c'est important hein, de dire quand ça va bien mais quand ça va mal aussi. Et surtout, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus en dehors de l'aspect résultats sportifs, allez voir toutes les vidéos sur Vous Sport de Standard Lotto qui concernent les témoignages des joueurs, parce qu'au-delà effectivement des résultats, il y a de chouettes témoignages, de chouettes parcours, notamment Kanga, notamment Galidi aussi qu'on a reçu récemment. Donc n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube de Vous Sport. Merci beaucoup messieurs d'être venus aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Et bonne continuation voilà, dans vos articles concernant le Standard, le football à Liège. Et on espère que ça ira mieux. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce Standard le Talk spécial fin de saison avec le Standard de Liège. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!